Eh bien, je salue à nouveau toute l'assistance. Nous continuons notre colloque qui était dense ce matin et qui le sera encore cet après-midi et qui aura 4 présentations cet après-midi. Donc, prenez des forces, mais l'attention est soutenue si elle est stimulée par des connaissances stimulantes. Et donc, nous commençons par un exposé d'un collègue historien de l'Université de Paris 1, Bruno Bellost, qui est historien des sciences et qui est professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, un des grands instituts de recherche historique en France. Et ses recherches portent notamment sur l'histoire des mathématiques, de l'enseignement des sciences, des institutions scientifiques, des ingénieurs au XVIIIe et au XIXe siècle. Et il va nous présenter son exposé qui est classé par les mathématiques, l'exemple de l'école polytechnique 1795-1850. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais vous parler dans cet exposé d'un aspect des mathématiques qui est très important, évidemment, surtout pour l'enseignement, mais finalement, à travers l'enseignement, très important pour la vie sociale, qui est leur rôle dans l'évaluation des individus, dans les processus de classement, les processus de tri qui, comme on sait, sont l'une des fonctions très importantes de l'institution scolaire. Donc, c'est un aspect d'ailleurs fondamental de l'expérience qu'ont beaucoup au fond des mathématiques. Ils ont rencontré les mathématiques dans l'enseignement secondaire et ils ont été marqués, bien sûr, par le rôle de cette discipline aujourd'hui dans l'enseignement secondaire, évidemment au-delà, pour classer, pour sélectionner, pour entrer dans des écoles. Dans un pays comme la France, c'est quelque chose de très important. Et justement, ce dont je voudrais vous parler donc cet après-midi, c'est d'un cas qui est celui de l'école polytechnique dans la première moitié du XIXe siècle, mais au-delà d'un cas, c'est aussi finalement la matrice de ce qui a été, ce qui reste pour partie encore, disons, le mode de fonctionnement des mathématiques, enfin certains aspects en tout cas, du mode de fonctionnement des mathématiques scolaires. Donc je pense que c'est assez important, et c'est important pour les mathématiques, mais c'est aussi important pour les mathématiciens, puisque le terme c'est plutôt les mathématiciens et mathématiciennes, et puisque c'est aussi des modalités non seulement de sélection des mathématiciens, qui sont passés bien sûr par ces formations en France, qui sont très classantes, il y a un tri très fort sur les mathématiques, mais aussi puisque c'est le corps enseignant des mathématiques expérimente, enfin, et évidemment, constitue un acteur majeur dans ces processus de classement et de tri. Alors, je vais commencer cette présentation d'abord par un rappel rapide sur l'école polytechnique. Vous n'êtes pas censé savoir exactement comment était l'école polytechnique dans la première moitié du XIXe siècle, donc je vais parler de sa place, de son rôle, de son fonctionnement, donc vous donner le cadre historique nécessaire pour comprendre la suite. Donc ensuite, je traiterai des mathématiques dans le cadre de l'école polytechnique pendant la période qui nous intéresse, c'est-à-dire, donc, je me rappelle, les débuts de l'école polytechnique. Donc, il y a 3 aspects sur lesquels j'insisterai. C'est d'une part le rôle de formation des mathématiques, ensuite le rôle, je dirais, utilitaire, mais enfin et surtout le rôle de classement, puisque je vais essayer de voir les liens entre ces différentes fonctions et montrer comment le classement est très important. J'en viendrai ensuite à la question plus précise des examens à l'école polytechnique, que ce soit au niveau du concours d'entrée, que ce soit au niveau du concours de sortie, que ce soit dans le cursus interne, et j'aborderai des questions d'organisation. Et dans ce cadre, justement, je traiterai du rôle des mathématiques dans l'évaluation des mérites. Et je terminerai par quelques réflexions sur ce rôle des mathématiques dans le classement. Donc je vais d'abord commencer par quelques rappels sur l'école polytechnique.
Alors, l'école polytechnique, c'est une institution donc, qui existe toujours, bien entendu, qui a été fondée pendant la Révolution. Parfois, beaucoup pensent que c'est Napoléon qui a créé l'école polytechnique parce que c'est une école militaire, mais elle a été effectivement militarisée par Napoléon, mais elle a été fondée en 1794 par la Convention pendant la Révolution. Et bon, il est important de comprendre les circonstances dans lesquelles cette école a été créée et les objectifs qu'avait cette école à sa fondation. Ce sont d'abord des objectifs circonstanciels. C'est les conditions voilà, de la guerre, des transformations profondes induites par la Révolution sur le système d'instruction publique et plus exactement de formation des ingénieurs qui conduit un certain nombre de réformateurs sous l'égide du Comité de salut public a donc créé cette nouvelle école qui s'est d'ailleurs appelée d'abord École centrale des travaux publics avant de prendre le nom d'école polytechnique. Et donc le but, c'était de former des ingénieurs, des techniciens de haut niveau pour la République et en particulier pour la guerre. Il y avait donc un caractère d'urgence associé à ces circonstances. Mais je voudrais souligner le fait que dès le départ, l'objectif est plus large, puisqu'il s'agit, dans l'esprit des fondateurs, non seulement donc de créer une institution dont le but spécial, souvent la terminologie de l'époque, est la formation des ingénieurs, mais une institution qui a aussi un but général, qui est celui, au fond, d'implanter l'enseignement des sciences dans le système d'instruction publique que les révolutionnaires avaient l'ambition de créer, puisque Condorcet, etc., vous connaissez, il y avait ce projet de construire un système d'instruction publique. Bon, de fait, ce système d'instruction publique n'a pas vu le jour, mais des briques sont restées, des éléments sont restés, en particulier cette école polytechnique. Alors, j'ai dit former des ingénieurs pour la République. L'école polytechnique, c'est aussi un aspect tout à fait important à avoir à l'esprit, est une institution d'État. C'est vraiment une institution qui est au cœur de l'État tel qu'il se reconstruit à l'époque et tel qu'il va se développer au cours du XIXe siècle. Et sa raison d'être est en effet d'alimenter les corps d'ingénieurs, c'est-à-dire pour les ponts et chaussées, les mines, mais aussi le génie militaire, l'artillerie, etc., qui constituent une bonne partie des experts techniques qui travaillent dans l'appareil de l'État. Alors, de ce point de vue, l'école polytechnique n'a rien de nouveau, puisque ça existait déjà sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, vous aviez déjà des corps techniques, vous aviez les armes savantes, comme le génie militaire ou l'artillerie, vous aviez des corps civils comme comme le corps des ponts et chaussées, et vous aviez des écoles d'ingénieurs qui s'étaient constituées au XVIIIe siècle pour justement alimenter ces corps, en particulier la fameuse école du génie de Mézières, dans laquelle Monge, qui est considéré souvent comme le fondateur de l'école polytechnique, était professeur, mais aussi l'école des ponts et chaussées. Mais la différence, bien sûr, entre ces anciennes écoles qui existaient déjà sous l'Ancien Régime et la nouvelle école, c'est d'abord formellement le fait que c'est une formation unifiée dorénavant, que vous avez une seule institution, l'école polytechnique, dans laquelle recrutent tous les corps. J'ajoute un point sur lequel je reviendrai peut-être rapidement tout à l'heure, qui est que les anciennes écoles n'ont pas disparu, puisqu'elles ont été intégrées dans un système, elles sont devenues des écoles d'application qui assurent une formation complémentaire pour chaque corps. Donc les polytechniciens qui sortent de l'école, ensuite, vont recevoir une formation complémentaire dans les écoles d'application qui, chacune, dépendent donc d'un corps, d'un service particulier. Alors, j'ai traité toutes ces questions il y a déjà pas mal d'années dans un bouquin, et dans lequel j'avais donné le nom de technocratie à ce monde social et professionnel constitué par l'ensemble des corps techniques de l'État, ce qu'on appelle au XIXe siècle les services publics. La notion de service public va s'élargir, mais dans la première moitié du XIXe siècle, quand on parle des services publics, c'est en fait de ces services techniques. Et cela fait quand même 3000 personnes qui sont tous formés à l'école polytechnique et qui, bien sûr, occupent des positions très importantes dans l'État. C'est un monde assez homogène par ses activités, par sa place dans l'État, par sa culture professionnelle.
Et j'ajoute une chose, l'école polytechnique ayant un but général, ne l'ayant jamais perdu, n'ayant pas simplement comme but l'objectif spécial de former ses membres de la technocratie, elle est importante, l'école polytechnique, en particulier pour alimenter, pour former des futurs savants, des futurs scientifiques. C'est un peu anachronique, bien sûr, dans la première moitié du XIXe siècle, pour utiliser ce terme, et en particulier les mathématiciens. Donc, les mathématiciens, dans la première moitié du XIXe siècle, sont, pour la très grande majorité, formés à l'école polytechnique. Donc, ça influe, bien sûr, aussi sur l'éthos, les conceptions, etc., des mathématiciens. Et ces mathématiciens, très souvent, sont en plus eux-mêmes impliqués dans ce système de formation. Alors, c'est là que j'en arrive aux mathématiques. Les mathématiques, voilà, l'idée, c'est que les mathématiques constituent l'élément essentiel, en fait, dans cette culture technocratique, cette culture des services publics au XIXe siècle. Et cette culture, alors on peut bien sûr l'étudier au niveau des corps, des activités professionnelles, mais bien sûr, il y a quelque chose qui est très important, c'est la phase de formation, parce que c'est là que cette culture technocratique, à base largement mathématique, est acquise. Donc, avant le passage à l'école polytechnique, pendant le passage et ensuite après le passage à l'école polytechnique dans les écoles d'application. Alors, je distinguerai de ce point de vue trois aspects de cette culture mathématique propre à ce monde technocratique, en soulignant donc au préalable qu'il s'agit à la fois d'une formation, d'une culture professionnelle et d'une culture scolaire. Mais la dimension scolaire est essentielle. Le premier aspect, c'est celui qui est généralement mis en avant, en fait, lorsque l'on parle de culture scolaire mathématique, quand on pense aux mathématiques dans le cadre d'une formation, c'est l'idée qu'au fond, les mathématiques servent à la formation de l'esprit, une vocation généraliste. Effectivement, on peut affirmer, on l'affirmait, évidemment on l'affirme aujourd'hui, encore plus peut-être, les mathématiques donnent une tournure d'esprit, donnent une rigueur, donnent une aptitude à raisonner, applicable bien sûr dans de multiples circonstances, dans de multiples occasions. Et éventuellement, d'ailleurs, ça peut aussi avoir une dimension critique que l'on trouve déjà au XIXe siècle, l'idée que, au fond, en prenant pour base les mathématiques pour la formation de l'esprit, on privilégie l'abstraction par rapport à la pratique concrète, on crée des gens qui sont très loin des réalités. Donc ces valeurs qui sont aujourd'hui fondamentales pour justifier l'enseignement mathématique, en particulier au niveau secondaire, de l'école de l'enseignement secondaire, en fait, n'ont pris vraiment leur importance qu'à la fin du XIXe siècle. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas pour la période qui m'intéresse, mais qui nous intéresse là maintenant, mais en fait, elles ne jouent alors qu'un rôle secondaire. Donc, le deuxième aspect, beaucoup plus essentiel dans la période qui nous intéresse, c'est, je dirais, l'aspect utilitaire. Les mathématiques sont considérées alors comme une science étroitement associée à des pratiques professionnelles, dans le cadre de cet univers particulier, qu'il s'agisse de pratiques de calcul, qu'il s'agisse de pratiques de dessin, qui sont essentielles pour le travail de l'ingénieur et plus généralement du technicien. Donc on est là en présence de quelque chose qui n'a rien de nouveau au début du XIXe siècle. C'est une tradition ancienne, c'est celle des mathématiques pratiques qui ont une longue histoire. Mais je voudrais ajouter quelque chose de très important, en particulier en relation avec ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire le rôle de classement. Au cours de l'époque moderne, donc ce n'est pas au XIXe siècle, c'est déjà quelque chose qui s'est fait dans la période précédente, ces mathématiques à orientation pratique sont devenues aussi un élément essentiel de la culture militaire, compte tenu de l'importance de ces savoirs pour les fortifications, pour les armes savantes, de manière générale. Et par là, via la culture militaire, ou disons associée à cette culture militaire, à la culture aristocratique. Donc c'est pourquoi il faut comprendre que le caractère de distinction que peut acquérir la culture mathématique, par exemple dans le monde technocratique, comme on va voir, ne renvoie absolument pas à cette idée qu'on a, voyez, que d'un côté, vous aurez la théorie qui est plus noble, qui est plus élevée,
puis de l'autre côté, quelque chose de la pratique. On n'est pas du tout dans cette logique de distinction. En fait, la logique de distinction dont on va voir est étroitement associée à l'idée d'utilité. Et il y a des combinaisons particulières qui sont faites entre ces valeurs d'utilité et ces valeurs de distinction qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres univers sociaux. Alors, en revanche, dans la formation polytechnicienne, la dimension utilitaire des mathématiques structure leur enseignement. Il y a quand même un effet sur un enseignement tout à fait majeur, cette idée qu'au fond, on va des méthodes générales aux méthodes dites appliquées. L'idée, le concept d'application est essentiel, et on retrouve ce schéma aussi bien au niveau de toute la filière, avec l'opposition entre l'école polytechnique et les écoles qui sont les anciennes écoles d'ingénieurs, qu'on appelle maintenant écoles d'application, justement, ou même à l'intérieur même de la formation à l'école polytechnique. Alors j'en arrive vraiment maintenant, excusez-moi, j'ai mis du temps, mais c'était essentiel d'avoir ces aspects de contexte à notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle des mathématiques dans les procédures de sélection et de classement. Les mathématiques apparaissent en effet comme la discipline principale sur laquelle sont évalués les élèves au cours de leur formation, les polytechniciens. Elles permettent de juger de leur capacité, de leur intelligence. Et au sein du système polytechnicien, justement, cette fonction tend à devenir essentielle. C'est ça ma thèse, c'est cette fonction-là qui influence de manière décisive l'organisation même de l'enseignement et finalement, via la préparation à l'admission, elle diffuse au niveau de l'enseignement secondaire, elle contribue à donner son caractère particulier à l'enseignement des mathématiques en France, celui d'une discipline de sélection, et aussi, bien sûr, à l'influence, les comportements, les ethos parmi les gens qui ont été formés, qui sont passés par ces formations. Alors, cette importance des mathématiques comme discipline de sélection trouve son origine dans la mise en place, là j'arrive à des choses plus concrètes, des procédures d'examen qui apparaissent donc dès la fin du XVIIe siècle. Là encore, on est dans une histoire longue, puisque c'est Vauban qui institue le premier examen pour l'admission dans le corps des fortifications, futur corps des ingénieurs du génie, qui est le point de départ, en fait, de ces concours qui vont se développer tout au long du XVIIIe siècle, puisque l'ensemble des armes savants va recruter finalement à la fin du XVIIIe siècle à partir d'un examen d'admission qui est un examen qui porte dès le début sur les mathématiques. Donc c'est un examen de mathématiques et qui est assuré, alors il est oral comme on y reviendra, et il est assuré par un examinateur qui est membre de l'Académie des sciences, qui est entre guillemets un savant. Donc des gens comme Mont, des gens comme Laplace ont été examinateurs d'admission au XVIIIe siècle. Alors il est important de noter, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que cette diffusion du modèle de l'examen mathématique est en fait associée étroitement à un changement de recrutement de ces corps techniques qui deviennent de plus en plus aristocratiques. La mise en place donc, de procédures de sélection par les mathématiques ont contribué ainsi à faire de cette matière une discipline de distinction, mais c'est le point, sans remettre pour autant en cause leur fonction utilitaire, leur fonction pratique. Alors l'école polytechnique, à sa création, c'est-à-dire pendant la Révolution, va reprendre, va étendre et va unifier l'ancien système des examens à l'ensemble des armes savantes et même au-delà. En quelques années, va se mettre en place tout un système de sélection et de tri qui constitue ce que j'ai appelé le système polytechnicien, qui repose lui-même, en fait, essentiellement sur deux concours, deux épreuves, le concours d'entrée et le concours de sortie. Entrée à l'école polytechnique, sortie de l'école polytechnique. Le concours d'entrée, qui est organisé au niveau national, assure le recrutement des polytechniciens. C'est lui qui génère en amont l'organisation d'une préparation. Le concours de sortie est organisé donc au sein de l'école polytechnique et c'est lui qui assure la répartition des élèves entre les différents corps de sortie, les services publics. Et d'ailleurs, ça produit un classement aussi, qui est un classement entre les services publics, ceux qui sont les meilleurs, les plus recherchés, et ceux qui sont, au contraire, en queue de liste.
J'ajoute qu'il existe aussi des classements de sortie, des examens, disons, avec classement, au sein même de l'école polytechnique. Donc le système aussi pénètre à l'intérieur de l'école, pour le passage, par exemple, de la première année à la deuxième année, et aussi très souvent au sein des différentes écoles d'application. Donc on a tout un système, en fait, d'examens. D'une certaine façon, on peut décrire l'enseignement à l'école polytechnique comme voilà, des examens permanents, des concours permanents et des préparations à ces différents concours. Alors, dans tous ces concours, les mathématiques jouent de très loin le rôle principal, comme elles le jouaient déjà au XVIIIe siècle dans les armes savantes. Alors, je vais faire quelques observations à ce propos. La première observation sur la façon dont les choses se déroulent, c'est que les examens sont toujours des examens oraux. Donc on est dans le domaine de l'oralité. Les compositions mathématiques ne commenceront à jouer un rôle, et d'ailleurs un rôle très secondaire pendant très longtemps, qu'après 1850. Donc, pendant la période qui nous concerne, il n'y a pas de composition, en tout cas pas de composition de mathématiques, et les quelques épreuves écrites sont tout à fait secondaires. Et là, on peut faire une différence entre une autre filière de formation dont on parlera tout à l'heure, qui est l'école normale, où dès le début, vous avez au contraire des épreuves écrites. Vous avez une sélection sur l'écrit, sur des compositions. La deuxième observation, c'est que ces examens oraux se font toujours devant un seul examinateur. Donc c'est une seule personne, c'est un face-à-face. Mais comme le nombre des candidats est très élevé, plusieurs centaines, il y a plusieurs examinateurs qui font des tournées, je passe sur ce point, et donc il faut comparer et fondre les résultats des candidats qui sont interrogés par chacun d'eux pour établir un classement général. Alors ça produit des effets, évidemment, parce qu'il faut codifier l'examen, il faut que les examens deviennent comparables. Donc, ça conduit par exemple à l'établissement d'un programme. Et l'idée du programme scolaire, je vous le signale, en fait, il va sortir de là très largement dans l'enseignement secondaire. Il faut imposer certains types de questions, comme des exercices au tableau, ce qui est à l'origine de ce qu'on appellera dans la préparation l'école, des questions de cours, la création aussi d'un système homogène de notation. Tout ça est très largement le produit de cette organisation. Il en résulte que les mathématiques au sein de l'école polytechnique, au sein du système polytechnicien de manière plus générale, et au fond, par là, pour partie dans l'ensemble du système d'enseignement, tendent à devenir des mathématiques de concours, dont l'enseignement lui-même est déterminé par ses contraintes. Et cet effet est particulièrement net et important au niveau de la préparation au concours d'admission, avec le développement d'un enseignement préparatoire à base d'entraînement, à base de répétition. Et vous avez, c'est aussi un point tout à fait important, un milieu spécifique d'examinateurs et de préparateurs qui vont assurer la diffusion et la transmission de ce modèle d'enseignement qui va finalement s'imposer progressivement à l'ensemble de l'enseignement secondaire. Donc tout un milieu social qui est associé à ce type. Et par exemple, pour vous donner un exemple du rôle de un petit exemple du rôle de cette organisation des examens sur l'enseignement secondaire, la notation sur 20 vient de là, en fait. À l'intérieur, c'est d'abord dans les concours de sortie, puis ensuite dans les examens du concours d'admission en 1852, que la note sur 20 est adoptée. Ça va se diffuser de là, classe préparatoire, finalement, à l'enseignement secondaire. Alors, la troisième observation, c'est que le contenu même des mathématiques enseignées est impacté par ce rôle classificatoire. Quand on examine l'enseignement qui était donné, de mathématiques qui était donné à l'école polytechnique, en particulier les projets des fondateurs, qui étaient des grands mathématiciens, il s'agissait d'enseigner les méthodes générales qui sont utiles pour le dessin d'ingénieur d'une part, pour le calcul d'autre part, dans cette vision utilitaire. C'est ce qu'on appelle alors la géométrie d'un côté, l'analyse de l'autre. Mais les contraintes des examens oraux vont favoriser les épreuves d'analyse. Parce que si vous faites des épreuves de géométrie, en particulier de géométrie descriptive, il faut des épreuves qui sont écrites. Ce n'est pas adapté. Et au niveau du concours d'admission, on retrouve les mêmes évolutions. Alors, je vais essayer d'accélérer, parce que je vois que le temps passe. Tout le système de concours, maintenant j'en arrive, si vous voulez, à une réflexion sur cette idée que le concours doit être fondé sur la comparaison des candidats. Il faut arriver à les classer.
Et donc, il faut essayer de déterminer d'abord les mérites des candidats et peut-être les mesurer. Alors, du fait du rôle quasi exclusif des mathématiques dans le concours, elles vont devenir justement le moyen principal d'évaluation du mérite individuel de chacun. Dans le système des examens des armes savantes, bon, mon approche est historique, vous l'avez compris. J'essaye de raisonner en contextualisant et en essayant de voir les évolutions historiques. Donc ma remarque s'inscrit tout à fait dans cet esprit. Dans le système des examens des armes savantes avant 1789, je fais remarquer que ce mérite qui était sanctionné, qui était évalué par l'examinateur dans l'examen de mathématiques, en fait, venait redoubler un autre type de mérite, qui était le mérite, je dirais, aristocratique. Parce que pour se présenter à l'examen, il fallait au préalable présenter des lettres de noblesse. Il fallait déjà avoir voilà, une ascendance noble, d'ailleurs de plus en plus exigeant. Et donc, dans les dernières années de l'Ancien Régime, on ne pouvait passer l'examen que si déjà on avait été filtré du point de vue du mérite par ses origines familiales. Après la Révolution, bien sûr, le filtre des lettres de noblesse disparaît. C'est évidemment essentiel. Le mérite qui est sanctionné par l'examen va remplacer le mérite qui a été le mérite du sang. Et les fondateurs de l'école polytechnique ont insisté sur ces aspects. Si vous voulez, c'est la mise en place de ce qu'on a appelé parfois, au XXe siècle, la méritocratie républicaine. Mais structurellement, on peut aussi dire qu'il en prend la place, qu'il le supprime, mais en le supprimant, il en prend d'une certaine façon la place, et l'admission au concours est certainement une épreuve anoblissante, si l'on veut bien définir la noblesse comme étant justement un groupe social qui se distingue par des qualités spécifiques, des qualités de mérite qui sont reconnues. Donc l'examen des mathématiques devient ainsi le moyen de juger les qualités intrinsèques des candidats. Alors ces mérites, ce sont d'abord des mérites intellectuels. L'idée va s'imposer, dans cet univers du moins, que les mathématiques sont la meilleure manière de juger les intelligences, qu'on peut juger des qualités intellectuelles par cette épreuve. Mais je voudrais souligner quand même le fait que ce n'est pas simplement les qualités intellectuelles qui sont jugées, ce sont aussi les qualités morales. Il s'agit aussi de juger de la rectitude, de la vivacité, enfin de toute une série de qualités qui fait que pour ces hommes, pour ces examinateurs, le caractère oral est mis en avant comme le meilleur moyen d'évaluer les qualités réelles du candidat dans un face-à-face. Donc il y aura un débat plus tardif pour savoir justement des mérites éventuels, respectifs de l'écrit, de l'oral. Pour les examinateurs de l'école polytechnique, il est très clair que c'est l'oral qui est essentiel. Il s'agit, pour reprendre l'expression d'Auguste Comte, qui était un examinateur d'admission, de déterminer ce qu'il appelait l'équation personnelle du candidat. Alors, cependant, il existe bien sûr une contradiction entre cette volonté de juger personnellement les candidats, dans une relation vraiment personnelle, de face à face, et la nécessité d'établir un classement impersonnel indépendant des examinateurs. C'est un problème qui ne se posait pas sous l'Ancien Régime parce qu'il y avait un seul examinateur d'admission. Mais à partir de la création de l'école polytechnique, vous avez plusieurs examinateurs. Donc il faut comparer. Et plus le nombre de candidats va augmenter, plus la question va se poser de façon accentuée. En fait, la question va d'abord être résolue au niveau du concours de sortie. Pourquoi ? Parce que dans le concours de sortie, il est très important parce qu'il s'agit de trier les élèves pour savoir où ils vont aller. Donc ça détermine leur carrière. C'est peut-être plus facile parce que les candidats sont plus homogènes. Ils ont tous été formés à l'école polytechnique. Et donc, assez rapidement, sera mis en place un jury collectif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, un système de notation sur 20. Donc, ce classement de sortie va devenir vraiment l'élément régulateur de toute la formation à l'intérieur de l'école polytechnique. Pour l'examen d'admission, c'est une histoire plus longue et il faudra attendre 1852, donc nous sortons de la période pour que s'impose un système plus collectif et plus impersonnel. Donc je vais conclure, pour ne pas prendre trop de temps,
C'est le rôle donc, des mathématiques dans le classement qui fait de cette discipline une discipline de distinction au sein du système polytechnicien. Si les mathématiques sont aussi considérées, et c'est vrai au point de vue de la formation de l'esprit, et surtout au point de vue des applications techniques essentielles pour les services publics, ce sont des aspects qui sont soumis eux-mêmes à la logique classificatoire. Et celle-ci, je crois, est vraiment déterminante. Évidemment, il n'y a rien, je le dis, par rapport à la situation du XXe siècle ou du XXIe siècle, il n'y a rien qui destinait a priori les mathématiques à jouer ce rôle classificatoire. C'est une construction historique, c'est le résultat de cette histoire assez complexe, mais qui a eu des effets à long terme. Si l'on regarde l'enseignement secondaire, la situation dans l'enseignement secondaire, il est clair que d'autres valeurs se sont imposées. Mais dans la période suivante, et plutôt vers la fin du XIXe siècle, où les mathématiques sont devenues une matière de culture, concurrençant progressivement les humanités classiques, et donc changeant de terrain, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et peut-être ce qui reste, donc l'idée que les mathématiques sont une discipline de culture, je crois, est maintenant fortement ancrée, très admise. Mais il reste encore aujourd'hui l'idée assez répandue en France, au moins, que les mathématiques sont le meilleur moyen d'évaluer les intelligences. J'ajouterais, pour terminer, que dans l'époque qui nous intéresse, il ne faut pas croire que cette conception des mathématiques était admise par l'ensemble des élites, pas du tout. Il faut garder à l'esprit que, quelle que soit l'importance de ce monde technocratique, quelle que soit l'importance de cette filière de formation scientifique organisée autour de l'école polytechnique, la grande majorité, bien sûr, des élites passait par d'autres modes de formation qui étaient associés à une culture classique dont les valeurs, les références étaient tout autres. Voilà, je vous remercie. Merci.